Merci. La parole est à Monsieur Philippe Noche, rapporteur pour avis de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées pour le soutien à la logistique interarmée, pour 10 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le projet de budget soutien et logistique interarmée est chaque année l'occasion d'étudier la mutation du ministère de la Défense. Le plus éclairant me semble donc de suivre l'évolution des principaux dossiers couverts par cet avis budgétaire. Les cessions immobilières, le projet de Ballard, l'évolution des systèmes d'information, la création des bases de défense, mais aussi la situation de services interarmés plus anciens, tels que le service de santé des armées ou le service des essences aux armées. Et enfin, je conclurai sur 2 mots au sujet de nos engagements extérieurs. En ce qui concerne la politique immobilière, je constate qu'une nouvelle fois en 2010, le gouvernement a construit un projet de budget sur des prévisions de vente immobilière excessivement optimistes, puisque en 2 années, près d'1,4 milliard d'euros ont été annoncés, seuls 170 millions d'euros de cessions ont été réellement réalisés, auquel est ajoutée opportunément la soulte de la Société nationale immobilière, ce qui nous mène bien en deçà des 500 millions d'euros. Pour 2011, les projections semblent moins hasardeuses. Mais on reste quand même dans un véritable parcours d'obstacles, car je constate qu'un gain de près d'1 milliard d'euros est attendu pour les 3 prochaines années. Les différents épisodes précédents posent clairement le problème de la confiance qu'on peut avoir dans ces prévisions, voire dans la sincérité de ces prévisions. À cet égard, Monsieur le Ministre, je crois aussi qu'il est important de clarifier les perspectives de cession de l'usufruit de l'hôtel de la Marine. On a entendu ces derniers temps circuler toutes sortes de projets, parfois peu en phase avec la dimension historique et culturelle du bâtiment. J'ai la conviction que la quête de revenus fonciers ne justifie pas de mépriser le patrimoine. Le critère financier ne doit pas être le seul retenu. Il importe de regarder à la fois l'intérêt national, l'intérêt culturel et l'intérêt patrimonial. Et sans être trop cavalier, je souhaite donc que la Commission de la Défense et des Forces armées soit tenue précisément informée de l'évolution de l'appel à projets et de la nature des candidatures qui vont avoir lieu sur l'hôtel de la Marine. Le projet Ballard, il doit regrouper les sites parisiens du ministère de la Défense sur un site unique à l'horizon 2014. Pour des raisons budgétaires, le gouvernement a retenu un mode de financement s'appuyant sur un partenariat public-privé. Même si le projet est construit de façon intéressante, force est de constater que l'État contracte une dette implicite auprès de partenaires privés de près de 900 millions d'euros, et ce pour 30 ans. Autre grand chantier, les systèmes d'information et de communication. Cette année a vu la mise en place du logiciel Chorus. Il sera commun à tous les ministères et celui de la Défense a été désigné pilote pour le mettre en œuvre. Le ministère a relevé le défi, mais avec des retards de paiement massifs au détriment de bon nombre de nos PME. On sait maintenant qu'il faudra débourser plusieurs dizaines de millions d'euros d'intérêts moratoires. On parle de 30 millions d'euros pour la seule année 2010. À mon sens, il me semblerait normal de faire jouer la solidarité interministérielle, puisque le ministère de la Défense a assumé un rôle d'éclaireur utile à tous. Pourriez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, dans quelle mesure le gouvernement a prévu de se montrer solidaire du ministère de la Défense pour prendre en charge ces intérêts moratoires? Le point suivant concerne le rapprochement interarmé. Les bases de défense doivent se généraliser au 1er janvier prochain, alors même que nous ne disposons toujours pas d'évaluation précise des économies qu'elles ont permises, ni même d'indicateurs pour étudier les expériences en cours. Tout cela donne le sentiment d'une réforme conduite à l'intuition, et j'observe que ce processus inquiète les armées. Car si le montage intellectuel de la base de défense est quelque chose qui peut se concevoir, s'apprécier, voire se partager, les critères d'évaluation sur la réussite ou la non-réussite d'un certain nombre d'expériences sont aujourd'hui à peu près inconnus. Et
lorsque l'on pose la question aux personnes qui ont en charge ce dossier, on se rend compte que s'ils sont incapables de fournir une évaluation précise sur le plan financier et sur ce qui en est attendu sur le plan de la gestion des moyens, eh bien, on s'aperçoit que leur souci principal, c'est de faire en sorte, et c'est bien normal, que l'opérationnel puisse continuer à être géré aussi bien que par le passé. Donc il y a parfois une petite difficulté. Et on sent bien que s'il n'y a pas d'opposition à la mutualisation de moyens, chacun semble se soucier d'une dégradation possible des moyens affectés au soutien et notamment à l'entretien des bases, dont beaucoup pensent que c'est ce qui va servir de variable d'ajustement. Est-ce que vous pourrez nous rassurer sur ce point? Concernant le service des essences et le service de santé des armées, service interarmés, ils ont eux aussi connu une année riche. Je note avec satisfaction que la politique d'achat de produits pétroliers pourrait enfin s'assouplir, ainsi que la Commission et ses divers rapporteurs dans le temps le recommandent depuis plusieurs années. Pour ce qui concerne le service de santé des armées, l'année 2010 a vu la Cour des comptes produire un rapport relativement critique sur les coûts de fonctionnement des hôpitaux militaires. Élogieux sur le reste, mais critique sur le coût de fonctionnement des hôpitaux militaires. Avec, au fond, une mise en lumière de l'inadaptation de la tarification à l'activité hospitalière militaire. Alors, on ne va pas refaire le débat ici de savoir si la tarification à l'activité telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui est tout à fait adaptée au fonctionnement des hôpitaux publics. Il semblerait bien que non. Mais sur les hôpitaux militaires, c'est encore plus flagrant. Et ce rapport pose surtout la question de l'insertion du service de santé des armées dans les réseaux sanitaires civils. Et en particulier, les relations qu'il doit y avoir, ou qu'il pourrait y avoir, ou qu'il y aura peut-être, entre le service de santé des armées et les agences régionales de santé. Face aux inquiétudes qu'il a soulevées, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous indiquer quelle suite le gouvernement entend donner à ce rapport, tout en préservant, et ça, je pense que je me fais l'interprète de l'ensemble de la Commission en disant cela, la spécificité de la médecine militaire qui fait chaque jour la preuve de son excellence au service des troupes qui sont engagées. Quelques mots enfin sur les opérations extérieures pour souligner que la forte croissance des moyens projetés en Afghanistan, notamment en hommes, annule les quelques économies permises par la réduction de nos engagements sur d'autres théâtres. Pourriez-vous justifier politiquement l'augmentation du nombre de nos soldats en Afghanistan, ainsi que celle du coût de ce théâtre, et d'autre part, peut-être expliquer quelles sont les difficultés que nous avons à nous retirer complètement de théâtres où notre présence militaire ne semble plus vraiment totalement indispensable, ne serait-ce qu'au vu du potentiel qui est engagé. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de l'ensemble des éclaircissements que vous voudrez bien nous proposer. En tant que rapporteur, j'en avais appelé à la sagesse de la Commission de la Défense et des Forces armées. Celle-ci a émis le 27 octobre dernier un avis favorable au budget soutien et logistique interarmée. Je vous remercie.